soir, nous allons parler d'un thème très riche en littérature qui a donné beaucoup de chefs-d'œuvre, à savoir la dualité dans l'art. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir avec moi ce soir, tout d'abord, une romancière, Hanan Bouraï. Bonsoir. Bonsoir, Jawed. Bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Alors, vous êtes romancière, vous êtes l'auteur jusqu'aujourd'hui de 3 ouvrages. Ouais. Le tout premier, c'était paru aux éditions Al-Amal, L'Arbre Infortuné. Ouais. Ensuite, vous êtes revenu aux éditions Apic avec Aussi loin iras-tu. Ouais. Ces 2 romans étaient publiés sous votre pseudonyme, Junon Lys. Ensuite, les lecteurs ont eu à découvrir très rapidement que derrière Junon Lys se cachait, de manière pas très non plus... Ne se cachez pas vraiment. Pas plus que ça, voilà. Ouais. Se cachait Hanan Bouraï qui est revenu en fin 2019 à l'occasion du Salon du Livre avec un 3e roman, toujours chez les éditions Apic, à savoir Alter Ego. Ouais. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Nalia Salem. Nalia, bonsoir. Bonsoir, Merci d'être parmi nous. merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes enseignante Oui. à l'université Mouloud Mamri. Exactement. Vous enseignez les lettres françaises. Et vous êtes aussi, alors, la liste est longue, vous êtes chroniqueuse littéraire. Sur Instagram, vous avez une page qui s'intitule Algerian Book Readers. Exactement. Ça va la prononciation? Oui, c'est exactement ça. Voilà. Vous êtes aussi rédactrice dans différents magazines Exact. en ligne, notamment Wesh Sara Oui, et Ella Mag. ineffable aussi. Et voilà, vous avez aussi contribué à Ineffable, Ouais. notamment avec un très bel article sur Tahar Djaoud. Ce Oui. n'est pas notre sujet aujourd'hui. Exactement, Peut-être mais voilà. que nous aurons l'occasion d'en reparler Pourquoi une autre fois. Vous êtes aussi nouvelliste. Oui, Vous avez une Effectivement. nouvelle qui a été publiée par notre camarade Paous Boumaza exactement. dans son podcast Machahou. Machahou. Paous que nous aurons l'occasion de retrouver tout à l'heure avec la rubrique Mohamed Dib. Et vous avez aussi été primé récemment pour une nouvelle qui s'intitule, rappelez-moi le titre, je l'ai sous les yeux, Les voix muettes. exactement, Les Voix muettes, et qui a été primé pour le prix de la nouvelle fantastique organisé par l'Institut français. Français, exactement. Donc vous ferez partie d'un recueil avec 10 autres auteurs. Exact. Bienvenue Nalia et Merci. merci encore d'être parmi Merci à vous. nous. Alors Hanan Bouraï, d'emblée, votre roman s'ouvre sur une citation de Friedrich Nietzsche. L'épigraphe est tirée d'Ainsi parlait Zarathustra, je cite, « Je chanterai mon chant aux solitaires et à ceux qui sont deux dans la solitude ». Et donc d'emblée, vous nous mettez un peu dans le bain de cette thématique de la dualité. Avec le titre aussi, hein. Certes, Alter Ego, c'est... mais surtout, là où c'est vraiment frappant, c'est avec le procédé narratif. Puisque dans votre roman, c'est un procédé que vous avez déjà repris, que vous avez déjà utilisé dans Ainsi loin iras-tu. Ouais. Vous vous adressez, il y a un narrateur qui s'adresse non pas au lecteur, mais au personnage. Et donc il y a Ayla, l'un des personnages, l'une des jumelles qui narre, et il y a un autre narrateur qui s'adresse à elle. Et d'emblée, vous nous mettez dans cet effet miroir. Comment vous est venue cette idée? D'où vous est venue cette inspiration? D'abord, dans mes 2 premiers romans, j'avais utilisé ce tu. Ce tu qui, enfin, en quelque sorte, il implique le lecteur. Quand tu dis à quelqu'un tu, non seulement tu le tutoies déjà, et en plus tu le mets dans le bain, il se met à la place du personnage. Donc c'est à peu près, j'ai utilisé le même procédé ici. C'est comme une suite des 2 premiers. Et pour différencier les 2 jumelles, parce qu'il y a 2 jumelles symboliquement, donc pour différencier les 2 jumelles, je me suis adressée à l'une avec tu, parce que c'était le personnage principal, et l'autre, elle utilise le je, c'est-à-dire elle se raconte. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que quand on est dans la dualité, dans son esprit, c'est comme s'il y a 2 personnes qui parlent en réalité. Oui. Un je et un tu. D'ailleurs, l'effet est frappant, c'est-à-dire on sent, si je puis dire, cet autre regard. Oui. C'est ce que j'ai essayé de faire et selon quelques avis, je crois que je suis parvenue à, en quelque sorte, pas à dérouter le lecteur, mais à le dérouter dans certains cas. Est-ce qu'il y a 2 jumelles? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Est-ce que... Voilà. Et surtout, vous obtenez justement 2 regards sur peut-être
une même thématique, sur la vie, sur le mariage, sur le rapport à l'art, sur le rapport à la famille, etc. Oui, parce que les deux traits de personnalité se défendent. Enfin, c'est-à-dire chaque trait de personnalité se défend. La chanteuse se prend pour la maîtresse du monde et l'autre jumelle se prend pour l'idéal de la femme, de la fille en général. Donc chacune se défend à sa façon. Justement, en parlant d'autres regards, Nelia Salem, vous qui avez lu le roman de Hanan Bourray, quelle a été votre impression face à ce procédé? Est-ce que vous l'avez déjà croisé dans vos multiples lectures, dont on peut voir un bref aperçu sur votre page ou dans vos articles? En fait, effectivement, comme elle l'a dit, c'est qu'elle nous déroute en le lisant dès le début. Certes, en lisant l'épigraphe, on se dit qu'il y a vraiment cette dualité. Pourquoi avoir choisi cette citation et pas une autre? Mais en lisant, on est dérouté. On se demande est-ce que les personnages sont là? Est-ce que c'est... On ne sait pas en fait. On se retrouve mitigé. On ne sait pas ce qu'on devrait penser. Et oui, on retrouve cela en littérature et je pourrais remonter jusqu'à Maupassant dans le Horla. Certes, oui. Euh, Il y avait cette... et je le retrouve aussi en art. Donc on peut citer Frida Kahlo. Donc, que vous appréciez beaucoup. Voilà, effectivement. Et il y a aussi cela dans le cinéma aussi, comme Psychose. Donc s'il y a des gens, Hitchcock, a travaillé sur cette thématique en utilisant donc, le jeune homme qui se prenait aussi pour sa mère. Donc là, la dualité est vraiment présente dans l'œuvre. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc Hanan Bourray a fait cela de manière qui frôle le parfait. Donc, voilà. Oui, c'est en tout cas d'une manière, pour un thème aussi exploité, on aurait pu s'attendre à une redite, etc. Ouais. Mais finalement, il y a une réelle originalité qu'on va essayer de faire ressortir durant cette émission. Et Hanan, vous revenez à un thème qui vous est cher. Je vous ai entendu en parler dans une précédente interview, à savoir que la contradiction n'est pas seulement entre les choses et les êtres, mais qu'elle est au sein même des choses et des êtres, puisque vous aviez déjà parlé auparavant de la contradiction interne qui existe en chacun de nous. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ça? Et surtout, pourquoi cette récurrence? On sent que c'est un thème qui vous est cher. Parce que comme n'importe quel créateur, vous êtes des créateurs et je crois qu'on ressent tous une certaine solitude, comme c'est dans l'épigraphe. Et cette solitude, c'est comme si on cherchait quelqu'un en nous pour être avec nous lorsqu'on est seul. Après, chacun choisit l'autre avec qui il est quand il est seul. Donc certains choisissent la musique, l'écriture, je sais pas, l'art en général, la création en général. Et quand on écrit, on sent qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose qui nous dicte ce qu'on écrit. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois, on a l'impression que le stylo coule de lui-même. Ce n'est pas nous qui écrivons, c'est le subconscient, je sais pas, qu'est-ce qui est écrit, mais l'essentiel, c'est qu'on écrit. Et quand on se relit, on se dit comment j'ai pu écrire. Même quand j'ai écrit Alter Ego, il y a des choses qui sont venues d'elles-mêmes. J'y ai pas pensé. C'est-à-dire, j'allais développer une idée et d'autres idées, se sont enchaînées. En ce qui concerne la contradiction, c'est que déjà, vis-à-vis de la société, on n'est pas toujours ce qu'on veut être. Certes. Voilà. Donc, cet autre qu'on veut être se manifeste à chaque fois sous différentes façons. Je prends mon exemple. Personnellement, à une certaine époque, je voulais être chanteuse. Quand j'étais adolescente et tout. Bon, je ne suis pas devenue chanteuse, mais j'ai écrit sur le thème. C'est-à-dire que ce rêve de devenir chanteuse s'est manifesté sous une autre forme, sous la forme de... sous une forme écrite. J'ai écrit dessus, c'est comme si c'était moi qui avais vécu tout ce qu'a vécu Ayla. D'accord. Et justement, en parlant de cette contradiction, Nelia, lorsqu'on la constate chez les êtres, on a tout de suite tendance à crier à l'hypocrisie. Comme si, justement, les êtres et la nature devaient être uniformes. Or, dans toutes les créations artistiques, on remarque, chez les grands auteurs en tous les cas, que rien n'est jamais uniforme et que nous sommes constamment travaillés par des contradictions. Effectivement. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans votre nouvelle aussi, L'aube d'une vie. L'aube d'une vie, exactement. Voilà, d'ailleurs, c'est ma femme qui me l'a fait découvrir. Et quand elle l'a entendu, elle m'a dit « J'ai reconnu mes années de célibat ». Effectivement, c'est... Où il y a où vous décrivez très rapidement
cette volonté d'être soi-même, de vouloir faire à sa guise, et puis devant le poids du regard social, de faire machine arrière, de se dire finalement non, il faut que je fasse ci et ça. Et donc, on sent cette contradiction au quotidien. Parce qu'on le vit quotidiennement. Certes, il y a des fois où on s'assume, mais c'est vraiment lourd. C'est-à-dire que quand j'ai décrit la vie de Myriam en sortant, c'est-à-dire elle allait se préparer pour sortir, se maquiller, etc. Hop, elle se rappelle que se maquiller pouvait faire tourner tous les regards vers elle. S'habiller, mettre des talons et se faire agresser dans la rue, on ne peut plus courir. Et là, en fait, j'ai parlé de tout ça parce que certes, on le vit. Il n'y a pas une femme algérienne ou dans le monde qui n'a pas vécu une situation pareille. Et j'ai voulu en parler de manière assez détaillée dans une petite nouvelle comme ça. Oui, d'ailleurs, du plus bel effet, en tout cas, mon humble avis. Merci. Et donc, je reviens vers vous, Hanan. Votre personnage, Ayla, est étudiante par ailleurs en sciences sociales, en psychologie. Voilà. Et d'emblée, déjà, son domaine d'études nous aiguillonne un peu sur ce thème de la dualité, peut-être un petit peu de la schizophrénie, etc. Est-ce que c'est délibéré, ou est-ce que vous vouliez par ce biais introduire justement cette réflexion psychologique dans votre roman? Non, c'était voulu. C'était voulu parce que le roman est beaucoup plus psychologique que sociétal, je pense. Donc c'était voulu parce que j'ai parlé de psychologie dès le début et c'est pour aussi glisser quelques indices au lecteur. Et encore, la psychologie, c'est pour aussi dire que la psychologie qu'on enseigne, oui. Enfin qu'on enseigne n'est pas vraiment la psychologie qu'on trouve ailleurs. Enfin, j'ai pas été étudiante en psychologie, c'est pas ce. Mais d'après les échos, d'après les personnes qui en parlent et tout, enfin, vous rencontrez un psychologue qui ne sait pas grand-chose de la psychologie moderne, par exemple, parce que le programme, comme ou les même de base. Voilà, comme les programmes scolaires, ils sont, enfin, je dirais pas dépassés, mais ils sont un petit peu dépassés quand même. Il faut qu'ils soient réactualisés au fur et à mesure. Et la psychologie, c'est quand même un domaine qui enfin, surtout dernièrement, qui s'est développé. Il y a d'autres recherches, d'autres résultats. Les anciennes théories sont remises en cause, enfin, dans la plupart des cas. Et c'est pour ça que j'ai évoqué l'ennui que ressentait Ayla en allant à l'université, parce que c'est les mêmes choses qui se répètent et qu'on ne trouve pas à l'extérieur de l'université. Quand on cherche un travail avec, on ne trouve pas grand-chose et on ne s'en sort pas avec. Vous êtes obligé de vous recycler, si je puis dire, sur le tas. Voilà. D'ailleurs, vous en faites une description un petit peu noire, bien que de ce que j'ai pu constater, au moins dans les sciences économiques, c'est tout à fait réaliste. Et justement, je me tourne vers l'enseignante. Si vous permettez, je vais vous lire un extrait et vous me direz si vous retrouvez cela dans le milieu où vous travaillez. Le cours commence et ton cerveau voyage à travers les tables superposées sous tes pieds. Tu regardes autour de toi pour trouver un lien entre ce que tu voulais faire de ton avenir et ce que tu as choisi comme filière d'études à l'université, mais tu n'en trouves aucun. Ta situation actuelle est la même que celle de la moitié des étudiants qui t'entourent. Assis mais endormi, les yeux ouverts, mais pas sur les quelques mots griffonnés sur le tableau. Faute de bonnes moyennes au baccalauréat, de bonne orientation ou de bons choix au bon moment, hormis les quelques étudiants qui étaient là 30 minutes avant le commencement de la séance, qui tiennent les premières places de l'amphithéâtre, tous sont là de force ou par nécessité. En attendant des jours meilleurs, ils dressent quand même les oreilles pour attraper au vol quelques bribes de discours et les inscrire sur leur calepin, pour ensuite les rassembler avec celles de leurs camarades, les recopier sur les murs ou sur les tables, pour ensuite les recopier sur leur feuille d'examen qu'ils remettraient à l'enseignant qui fera semblant de les corriger. Je ne vous demande pas si vous faites semblant de corriger les copies, mais ce désabusement vis-à-vis des études, vis-à-vis des sciences sociales, c'est surtout ce domaine-là où souvent l'étudiant se retrouve un petit peu par défaut. Oui, c'est vrai. C'était un scientifique, c'était un mathélème, sa moyenne n'a pas été à la hauteur de ses ambitions, il est recyclé en économie, en littérature, en psychologie, etc. Est-ce que vous reconnaissez cette réalité-là? Oui, à 100%. Il n'y a aucune description qui n'est pas correcte. Donc on retrouve ça, c'est un problème qui débute dès qu'on a son bac.
Et d'ailleurs, quand j'ai posé à mes étudiants la question, est-ce que c'est votre choix d'avoir fait littérature ou enfin, langue française, je n'ai eu que 2 personnes sur 40 qui avaient choisi cette spécialité. Ouais. On se demande qu'est-ce que les autres font là. La plupart voulaient anglais. Donc là, la moyenne, on devrait revoir d'ailleurs ce système-là. Et donc, est-ce que, oui. c'est une question un petit peu abrupte, mais oui. Est-ce qu'on peut être finalement licencié, par exemple, en sciences sociales en général, oui. Sans avoir ouvert un livre? Est-ce qu'on peut être un licencié en polycopié? Oui, ça arrive. Hein. On les retrouve, les étudiants travaillent maintenant pour avoir leur diplôme et partir. Et quand je pose la question, est-ce que vous avez déjà lu un roman? Oui, je pose cette question. Et ça arrive qu'on me dise non, 0, rien. Je n'ai jamais lu de roman. Et on finit licencié en lettres? Oui, on était en master, un enseignant avait demandé qu'est-ce que vous avez lu cet été. On était à peu près 2 ou 3 à voir quand j'étais étudiante déjà. Il y a aussi l'histoire du programme, c'est-à-dire quand j'étais étudiante, donc là j'enseigne les premières années aussi, c'est le même programme qui subsiste depuis 7-8 ans. Et ça, c'est aussi un grave problème. Je vais rebondir aussi sur un dernier petit point, donc la triche. Ah oui? Alors, c'est les tables, les murs, les jupes, les sacs, les téléphones, l'écriture sur les calculatrices alors qu'ils sont en lettres. C'est ça, donc on retrouve la triche partout. C'est parce qu'on ne leur apprend pas qu'il faut avoir un bagage, mais qu'il faut avoir des notes. Et c'est ça le problème qui revient à chaque fois. D'accord. Voilà. Alors, si on transpose ça sur d'autres domaines des sciences sociales, on comprend un peu d'où vient cette médiocratie dont parlait Alain Deneau, puisqu'on précise qu'il ne s'agit pas seulement de l'Algérie. C'est l'ensemble des sciences sociales dans la plupart des pays qui sont affectés par cette tendance vers le bas. Et donc, pour revenir à ce thème qui vous est cher, de la contradiction interne, Hanan Bouraï, l'une des contradictions qui vont agiter Ayla, c'est qu'elle va clamer son individualisme, elle va clamer sa liberté face aux normes sociales, face aux conventions, mais, et c'est ça moi ce que j'ai trouvé de brillant, de génial, lorsque sa sœur Ayline, puisque ce sont 2 jumelles, Ayla et Ayline, lorsque Ayla est une artiste émancipée, qui vit sa passion, etc., Ayline est une femme au foyer qui attend le prince charmant. Ouais. Et donc, plutôt que 2 jumelles identiques, on retrouve au contraire 2 jumelles opposées. Mais lorsque Ayline est demandée en mariage, Ayla exprime son amertume. Elle aurait voulu que sa carrière, que le succès de sa carrière eût connu la même célébration que l'heureux événement qu'a connu sa sœur. Et donc là, elle commence à exprimer son amertume, et cette contradiction dont vous parlez commence à se faire jour. Je crois que là, ça me concerne aussi personnellement. Comment? Parce que quand on entend si vous permettez qu'on soit un petit peu indiscret. Oui, parce que quand on entend parler de félicitations pour mariage, pour circoncision, pour fiançailles, bon, c'est bien, c'est des événements heureux parce que ça concerne la vie personnelle de la personne. Mais quand il s'agit de publier un livre, ce que tout le monde ne peut pas faire, je suis désolée de le dire, mais ce n'est pas tout le monde qui peut écrire un livre ou qui peut faire un album chanson ou qui peut, bon, quand je dis peut... Voilà, encore on va voir que là encore la contradiction. Parce que peut produire quelque chose de bon ou peut produire n'importe quoi, là c'est... Vous en parlez un peu. Là, c'est autre chose. Vous en parlez un peu plus loin, on va y revenir, de l'artiste produit en masse et en série. Mais je crois que publier un livre, pour moi, je ne dis pas que publier un livre, c'est plus important qu'un mariage ou c'est plus important qu'autre chose. Non, parce que cela, c'est sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel, c'est comme si j'avais réussi à un concours, je sais pas si c'est notre société ou si c'est général. La société ne prête pas trop attention à ce genre de choses. Tu as publié un livre et c'est après, cool. Voilà, c'est cool. D'ailleurs, on utilise tous les réseaux sociaux. Quand tu publies que tu es en train de manger quelque chose, c'est tout le monde qui te met un j'aime, comment tu l'as préparé, etc. Mais quand tu publies que tu es en train de lire un livre, rares sont les personnes qui te disent qu'ils l'ont lu ou est-ce que ça te plaît, ou est-ce que tu me le prêtes. Rares sont les personnes qui déjà mettent un j'aime. Alors là, ne parlons pas de commentaires. Sauf si c'est du Guillaume Musso.
Ah oui. Je le cite lui parce que c'est vous qui l'avez brocardé dans une émission précédente. Donc, Oui, c'est vrai, j'en mais profite. Guillaume Musso. Je me fais plaisir. Mais Guillaume Musso aussi, je crois qu'il est, enfin, je ne dirais pas qu'il est inutile, il est utile, ça c'est Oui, sûr, mais non, je mais crois que ses livres c'est une sont boutade. utiles. Enfin, je reviens à ce qu'elle a dit. Je préfère qu'un étudiant me dise qu'il a lu un Marc Lévy ou un Guillaume Musso. Ils font de la littérature et la font à leur façon. Ils ont leur style et c'est un style qui plaît, qu'on le veuille ou pas, Certes. qui plaît surtout aux adolescents, surtout aux plus jeunes, surtout aux gens qui aiment lire rapidement, parce que quand on prend, je sais pas, quand on prend un livre consistant, je doute qu'on puisse le lire dans un bus ou dans un lieu où il y a du bruit et tout, il faut se concentrer, il faut prendre des notes et tout. Mais quand on prend certains livres qui sont, disons, fluides, du genre de Guillaume Musso justement, on peut lire dans un bus, dans la cour, enfin, je sais pas. Donc, je préfère qu'un étudiant me dise qu'il a lu tel ou tel qu'il me dise qu'il n'a rien lu. Surtout qu'avec une littérature élaborée, ceux dont le rôle justement est de la rendre accessible, au contraire la font passer pour quelque chose qui est une sorte de vase clos, etc. Voilà, et un élève ou un étudiant ne va pas commencer par l'inaccessible quand même. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il s'intéresse à la littérature quand tu lui donnes directement un livre de philosophie. Enfin, les classiques, ça dépend. Il y a des classiques quand même. Les étudiants n'arrivent pas à lire les classiques, ils ne comprennent rien. Voilà. Et ils se tournent vers Musso, Lévy. Moi, je trouve que c'est encourageant. Il vaut mieux qu'ils se tournent vers le simple et plus tard, ils vont, ils vont développer leur langage. D'accord. C'était juste une boutade. Voilà. On n'a pas fermé la parenthèse à temps, je crois. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, on parlait de contradiction. De contradiction et justement. De mariage, voilà. De mariage et d'événements. Voilà, il y a des événements heureux sur le plan personnel, mais pourquoi les gens sont plus heureux pour ce qui est personnel? Je crois qu'ils le sont parce que c'est des choses qu'ils peuvent faire. Mais je peux être. Aussi, oui, d'une part, mais peut-être aussi parce que le mariage est éminemment social. C'est un rite social multimillénaire. Le mettre au même niveau qu'un accomplissement personnel. On a eu l'occasion d'en parler avant l'émission, on Elia Salem, lorsqu'il y a aussi cette contradiction intéressante et parfois amusante, parfois un peu moins, que vous avez pointé dans d'autres lectures sur votre page, quand un individualiste convoque le monde pour célébrer son individualisme. Effectivement, oui, on en a parlé. Oui. Et justement, il y a cette contradiction-là, il y a ce rapport au monde où en gros, d'accord, vous me regardez quand je le veux, puis quand j'en ai marre de vous, vous me laissez tranquille, hein, attention. C'est de côté. Alors que finalement, comme son nom l'indique, le lien social, c'est un lien. Et, mais de plus en plus, on refuse justement cet engagement-là. C'est-à-dire que tout ce qui peut impliquer la sociabilité nous devient pesant et on refuse l'engagement affectif, moral, etc. Et on refuse l'engagement tout court. C'est ce que vous avez évoqué aussi dans votre nouvelle, Les Voix muettes, oui. Avec Ali. Ali, oui, le journaliste. Qui est journaliste, engagé, qui s'est insurgé contre le monde orwellien post-Covid-19 et qui, pour cet engagement-là, s'est retrouvé derrière les barreaux. Et au chômage, juste après. Oui, voilà. Justement. Et ce qui m'amène, Hanan Bouraï, puisque vous parliez aussi d'accomplissement personnel, vous avez fait cette métaphore, vous compariez l'œuvre littéraire à l'enfantement. Absolument. Puisqu'Aileen va avoir un enfant, et vous dites, et vous vous insurgez un peu, et vous dites, mais mes ouvrages aussi, c'est mes bébés, et vous décrivez les affres, si je puis dire, de la création. Ouais. Si vous permettez, je vous cite rapidement. Toutes tes créations artistiques sont tes bébés. De la moindre fausse note jusqu'à ton dernier tube. Mais oui, tu as créé quelque chose toi aussi. Tu as passé des semaines à attendre l'inspiration, à la provoquer, à la prier de venir à toi, à la repousser au moment inopportun pour enfin trouver le moment idéal. Tu as dû t'isoler, boucher et les oreilles et le cerveau au monde extérieur et écrire avec frénésie jusqu'à te déboîter l'épaule. Combien de fois as-tu tout déchiré, recommencé? C'est frustrant au début, mais tu arrives parfois à dénicher de meilleures paroles sur place. D'autres fois, en revanche, tu pleures en jetant tout par terre parce que tu n'as pas su mieux faire. Tu te parles à toi-même, jurant de tout abandonner,
car il n'y a personne qui comprend la défaite de l'artiste autour de toi, la défaite de l'artiste. Oui. La défaite, quand on sent qu'on n'est pas à la hauteur, des fois parce que ça nous arrive à tous, toute personne qui crée veut se dépasser. Et quand on n'a pas l'occasion de se dépasser ou quand on n'a pas comment dire, je ne sais pas comment le dire, on ne peut pas se dépasser, on sent qu'il manque quelque chose. Et c'est ce sentiment de manque qui nous tracasse en quelque sorte. Repousser l'inspiration au moment inopportun, c'est comme je suis dans les transports publics. Je ne peux pas prendre un carnet et noter parce que on est dans une société qui va se dire « Oh, elle se prend pour… Surtout quand il s'agit de elle. Quand si c'est un homme, c'est… Vous le savez mieux que moi. Voilà, donc quand il s'agit d'une femme, rien que le fait de prendre un carnet ou de prendre même un livre, en attendant, voilà, rien que ce simple geste peut attirer tous les regards sur toi. Donc on ne peut pas le faire. Le moment opportun, généralement c'est soit le matin, soit le soir, et vu qu'on va travailler tout le soir, on est souvent fatigué, donc on ne peut pas se surpasser pour créer ce qu'on veut créer. Et le fait de tout déchirer, c'est quand… Bon, je parle de moi en tant qu'écrivaine. Oui. Enfin, j'écris toute une page et je trouve que c'est nul. Voilà, ça c'est la défaite. J'ai fait tout ça pour ça. Mais les plus grands auteurs ont cette contrainte-là. D'ailleurs, je crois que c'est Hemingway qui disait que vous savez que vous avez écrit quelque chose de valable quand vous ne pouvez plus enlever la moindre virgule. C'est vrai. Et Boileau disait retranchez plus que vous n'ajoutez, Baudelaire disait aussi la même chose à peu près. C'est-à-dire, il y a dans ce que vous produisez ensuite un immense travail d'élagage qui se fait a posteriori. Nelia Salem, vous-même, vous êtes chroniqueuse littéraire et vous êtes nouvelliste aussi. Oui. Vous savez un petit peu ce que c'est que les arts de la création littéraire. Vous vous retrouvez dans cette description? Oui, ça m'arrive d'écrire, de me dire « Ah mais ça ne me plaît pas. Ce n'est pas à la hauteur. Comment vais-je faire lire quelque chose comme ça ?» Et soit si c'est sur ordinateur, j'efface et je réécris. Sinon, si voilà, je déchire la feuille, je la jette, j'en prends une autre. Et ça nous arrive assez souvent. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de parler de la description, donc de l'accouchement et de l'écriture qui est une sorte d'accouchement aussi. Donc donner naissance à l'art, en général, que ce soit de la peinture, l'écriture ou bien… du cinéma, quoi que ce soit. En fait, la description était terrible. À un moment, donc, quand vous décriviez le processus d'accouchement, c'était l'image que je m'en faisais. Et j'étais là à la lire, mais c'est magnifique, en même temps, c'était horrible. On se disait, mais c'est un déchirement. Ouais. Et juste après, pour ceux qui écrivent ou qui aiment faire des choses artistiques, juste après, on se sent touché par la description que vous avez donnée. Donc l'artiste lui-même, donc celui qui écrit, il se sent vraiment intime avec votre écriture dans le passage où vous avez parlé de donner naissance à une œuvre. Voilà, donc c'était le cas pour la musique, donc la chanson, ou bien pour les écrivains ou artistes, peintres, etc. Voilà. Ah ben, ça me réjouit que j'ai été aussi Il y avait des passages vraiment marquants et celui-là en faisait partie. Ben, ça me réjouit énormément. Enfin, je ne sais pas, ce que c'est tout le monde qui ressent ça, mais des fois on se sent énervé. Parce qu'on veut écrire quelque chose et qu'on n'arrive pas à écrire ce qu'on a en tête. Donc on se sent comme une frustration parce que sur le coup, soit vous n'avez pas les mots qu'il faut, soit vous n'êtes pas assez concentré, soit vous êtes fatigué, soit vous pensez à autre chose. Vous ne pouvez pas vous concentrer directement sur ce que vous voulez écrire et le résultat, bon, il est catastrophique pour celui qui écrit parce que s'il s'agit de quelqu'un d'autre qui va il lui dit mais c'est bien, tu as bien écrit. Surtout s'il n'est pas du domaine. Hein. Voilà, il apprécie. Voilà, surtout si ce n'est pas quelqu'un du domaine. Bon, je ne parle pas d'orthographe ou je parle d'idées, c'est-à-dire que quand tu lis, tu dis mais non, j'ai pas transmis les idées. Ça m'est arrivé souvent avec Alter Ego d'ailleurs, parce qu'il faut aussi éviter les équivoques. Je voulais dire ceci, je ne voulais pas dire cela. Il faut faire attention à tout quand on a l'intention d'être publié plus tard. Donc il faut faire quand même attention pour offenser moins de monde, parce que on risque d'offenser quand on écrit. Mais offenser, voilà, donc offenser moins de monde et ne pas offenser pour rien.
quelqu'un, quand on offense quelqu'un ou quand on écrit quelque chose. Au moins pour quelque chose qu'on assume. Voilà, quelque chose qu'on assume, ça ne plaît pas, voilà, c'est ma vision des choses. Mais quand on n'a pas pensé dire ceci ou cela, c'est difficile. Oui, c'est un petit peu difficile de se défendre par la suite. Oui, ça devient un débat complètement biaisé. Voilà. Et toujours concernant cette contradiction, même si elle est moins marquée cette fois-ci, ce que j'ai encore trouvé de frappant, c'est que Ayla a la nostalgie de la famille élargie. Puisque dans votre roman, la famille d'Ayla et d'Ayline que vous décrivez, c'est une famille nucléaire. Donc le père et la maman se sont séparés de la grande maison, de la famille élargie. Ils vivent en ménage nucléaire. Mais Ayla, malgré sa rébellion, si je puis dire, contre le corsetage, contre l'oppression, c'est un bien gros mot, mais je dirais contre le regard social et familial. Ouais. Malgré cette rébellion-là, elle a cette nostalgie de la famille élargie. Elle adore revenir chez ses grands-parents, elle aime beaucoup cette fratrie. Ce sont des moments pour... C'est limite si on n'a pas le sentiment qu'elle regrette un peu de ne pas vivre finalement au sein de la grande famille. Et ce qui m'a encore plus frappé, c'est que c'est une thématique que vous mentionnez aussi dans Aussi loin iras-tu. Aussi loin iras-tu, oui, cette atomisation à l'intérieur même de la famille nucléaire. On parle toujours de Ayla. Oui. Donc pour Ayla, je voulais faire passer le message de on n'oublie pas d'où on vient. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Oui. C'est vrai qu'elle veut atteindre les étoiles, entre guillemets, mais elle n'oublie pas d'où elle vient. Ça ne veut pas dire... on avait parlé tout à l'heure de mentalité qui change, etc. C'est vrai que la société, quand je dis la société, je parle de n'importe quelle société, elle évolue, on change d'idée et tout, mais il ne faut jamais oublier d'où on vient, parce que c'est comme un arbre. Et c'est vrai que ses racines vont plus loin que ses branches, mais la plus haute branche est toujours reliée à la racine la plus profonde. Donc c'est ce message-là que je voulais véhiculer concernant la famille. On est dans une société où le concept de famille élargie, je crois que... est à l'agonie. Voilà. Plus de familles s'isolent. Il y a quand même un côté positif parce que les gens n'y voient que du négatif avec l'émergence, on revient toujours à la psychologie, l'émergence de l'individualisme, je veux dire mondial. C'est tout le monde qui se glorifie, c'est tout le monde qui... On n'est plus dans... Même au plan individuel, voilà, la structure de l'Oedipe change. Voilà, donc même pour les familles, je crois que c'est la même chose qui arrive aux familles. Chacun tire de son côté pour se distinguer avec sa petite famille, sa famille nucléaire. Nélia Salem, famille je vouée d'André Gide. En fait, il y a une petite contradiction. Donc, des gens qui sont nostalgiques par rapport à d'un côté, ils veulent revivre ces moments-là, mais à un moment, quand ils vivent dans une famille assez élargie, le problème devient assez récurrent. Donc il y a les petits problèmes familiaux entre les tantes, etc. Et donc là, on a envie de vivre en famille nucléaire. Oui. Et donc je ne sais pas cette contradiction dans la société, je ne sais pas que algérienne, mais chez nous plus précisément, c'est récurrent. Donc à un moment, on a envie de vivre dans une famille avec les grands-parents, les tantes, mais à un autre moment, on a envie d'être seul. Oui. Donc je ne sais pas, est-ce que vous pouvez parler un peu sur ce point-là? Surtout quand viennent les enfants et qu'on aimerait bien à ce moment-là être entouré du savoir-faire des prédécesseurs et prédécesseuses. Justement, c'est quand viennent les enfants que ça pose problème, parce que les enfants, je crois qu'un enfant a besoin, comme c'est cité, on a besoin de tout un village pour élever un enfant. C'était pas dit dans ce sens. Cette phrase, elle n'était pas dite dans le sens de élever. Elle était dite dans le sens nos prétendus ancêtres préhistoriques avaient besoin de s'entraider les uns les autres. Et je crois que c'est dans nos gènes d'être nostalgique à la vie de communauté, la vie de famille élargie. Ils avaient besoin de s'entraider, donc... Voilà. Les conditions économiques étant ce qu'elles sont aujourd'hui, peut-être que ce besoin n'étant plus aussi prégnant,
le couple ménager a tendance à s'isoler aussi. Ouais. Et ce que j'ai trouvé frappant, et je vous laisse poursuivre, c'est que, d'ailleurs, je vous ai entendu citer Pharaon parmi vos lectures, dans une précédente interview, et vous montrez l'achèvement de ce que Pharaon laissait déjà apercevoir, par exemple, dans Le Fils du pauvre. C'est-à-dire, une fois que la grand-mère meurt, les brus font de leur mieux pour s'isoler chacune de son côté. Ouais. Et quelques décennies plus tard, on en est là jusqu'au drame d'ailleurs. Oui, parce que quand viennent les enfants, on pense aux enfants et on ne pense pas à soi-même. Parce que si on veut penser à soi-même, surtout pour les couples, je ne dirais pas les femmes. Pour les couples qui travaillent, des fois, ce n'est pas évident de vivre en communauté, entre guillemets. Mais quand viennent les enfants, on se dit que ces enfants ont besoin de leur tante, ont besoin de leurs grands-parents, et que nous aussi, finalement, on a besoin de ce savoir qui se transmet de génération en génération. Enfin, je parle de moi-même en tant que femme. Je sais que mon enfant, par exemple, va avoir besoin de ma maman. Elle va lui apprendre certaines choses qu'elle m'a apprises à moi-même et ainsi de suite, parce que moi je n'ai pas le temps de le faire parce que je travaille, etc. Donc c'est le même cercle vicieux qui se répète avec le temps, à mon avis. Certes. Et je disais jusqu'au drame, Nelia Salem, puisque lorsque le papa d'Aylin et d'Ayla va décéder, la solidarité clanique ne va pas jouer, elle va faire défaut. Oui. La veuve va se retrouver livrée à elle-même. À elle-même, exactement. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, par exemple, j'en prenais l'exemple des villages. La veuve est aidée de toutes parts. Donc, tout le monde l'aidait, tout le monde est là pour elle, parce qu'elle se retrouve seule et ce n'est pas évident aussi. Mais avec les temps modernes, je ne sais pas ce que c'est ça qui fait parce que la femme travaille maintenant. Mais il y a encore des cas où elle a besoin d'avoir elle a besoin d'entraide, un certain... je ne sais pas comment vous expliquer, donc une aide extérieure, parce que le divorce, ce n'est pas aussi évident que ça. On dit que... Et encore moins le veuvage. Ah oui. Encore moins le veuvage, oui. Alors là, c'est des cas assez, qui reviennent assez souvent. De plus en plus récurrents. La femme elle est mise de côté et elle se retrouve seule à faire face à la vie. Donc c'est un peu le malheur des temps modernes. Et donc on se retrouve finalement face à une réelle faillite du patriarcat. Et effectivement. Qui se réclame de droits dont il n'assume plus le devoir. Ouais. D'où, on en parlait encore tout à l'heure, d'où ce réquisitoire, si vous me permettez, en tout cas cette charge contre le mariage. Ouais. Et ce que j'ai trouvé frappant justement, c'est que ce qu'on entendait chez des personnages masculins sous la plume d'auteurs masculins, vous le mettez dans la bouche, vous, femme, dans la bouche d'une jeune femme. C'est sur 4 pages, vous y allez fort. Je vais rapidement citer un petit paragraphe sur le mariage. Ils se disent heureux, mais ne le sont pas, suivant un rythme de vie incompréhensible à leur insu. Ils font tout pour se marier, puis refont tout pour se démarier. Ils dépensent les économies de toute une vie pour une seule nuit, qu'ils regrettent parfois le matin d'après. Pour ceux qui nous regardent, ce n'est pas évident pour tout le monde. Invite tout le monde à cet événement tant attendu, par tous et par toutes, arborent leur plus belle tenue d'apparat et se montrent sur leur meilleur jour, rien que pour faire taire les mauvaises langues qui ne souhaitent jamais le bonheur d'autrui. C'est vrai que... Bon, le réquisitoire est dans ce sens. Oui. Ce n'est pas contre le mariage en tant que mariage, bien sûr. Bien sûr, il faut contextualiser justement. Ouais. C'est contre la vision trop idéaliste quand les gens du mariage. Des fois, on se dit que certaines personnes, enfin sans vouloir offenser qui que ce soit, c'est leur but dans la vie. Mais des fois, c'est suridéalisé au point de devenir quelque chose déjà d'obligatoire, alors que je crois que c'est un choix avant tout. N'importe qui peut choisir de ne pas se marier. Certes. Tout simplement. Certes. Mais on le critique, voilà, la société ne laisse pas tranquille ou ne la laisse pas tranquille. Il y a aussi
l'exagération dans enfin, le début de ce que tu viens de lire, Jawed, à propos de voilà, l'apparat, l'argent dépensé. C'est-à-dire, on fait tout en attendant ce jour. On vit en attendant, voilà, on survit en attendant ce jour. C'est vrai que c'est important, mais je crois qu'à mon avis, ça ne doit pas être si important que ça, surtout que certains, on a l'impression qu'ils jouent un rôle dans un film. C'est-à-dire, il se marie parce que sa mère, ou elle, parce que sa mère lui a choisi quelqu'un. C'est comme si lui ou elle, c'était un figurant dans un film. Et voilà, je me marie parce que, voilà, parce que c'est le moment, déjà. Ah oui, surtout l'âge. Parce que c'est le moment, parce que j'étais passé tel ou tel âge. Je me marie parce que ma famille le veut, parce que mes amis se sont tous mariés, etc. Enfin, toutes les excuses sont bonnes. Donc, c'est ce qui fait... C'est ce qui a produit le paragraphe que tu viens de lire. C'est cet acharnement à considérer le mariage comme un événement, comme l'événement le plus important d'une vie, alors que je crois qu'à mon avis qu'il y a autre chose. Et c'est aussi synonyme de... pardon. Oui, bien sûr. C'est aussi... synonyme de, comment dire, la vie, c'est comme si la vie personnelle s'arrêtait. C'est-à-dire juste après le mariage viennent les enfants et viennent les dépenses et faire ceci et faire cela. C'est comme si l'individu se mettait de côté, se mettait lui-même de côté pour vivre un rôle qui lui est assigné. Alors que normalement, ça ne doit pas être ça. Au contraire, si ce n'est pas pour s'épanouir, le mariage ne doit pas avoir lieu, à mon avis. Alors justement, comme vous venez de dire, l'événement le plus heureux d'une vie, c'est la chute parfaite pour embrayer sur notre rubrique Ombre gardienne, puisque comme vous le savez, nous célébrons le centenaire du grand Mohammed Dib. Et donc, nous avons une rubrique qui fait découvrir ou redécouvrir des aspects de son œuvre. Et nous allons parler aujourd'hui d'une nouvelle qui s'intitule « Un beau mariage ». Mes chers compatriotes, je vous retrouve tout de suite après le jingle. Donc, l'immense Mohammed Dib, dans le recueil intitulé « Au café », va écrire une nouvelle qui s'intitule « Un beau mariage », où il va raconter, entre autres, la cérémonie de la présentation de la mariée, qu'on appelle « Tsdera », avec une tendresse, un humour que va rendre la lecture agréable et fluide de Taous Boumaza, qui anime le podcast Mashahoum. Je vous dis finalement, le mariage n'était plus l'union seulement de deux êtres, mais une sorte de rivalité entre deux tribus pour... Donc effectivement, comme on le voit, donc déjà la femme est assise comme un objet, donc elle est présentée comme étant un objet. Qui va incorporer l'autre à soi. À soi, exactement. Et ça devient une sorte de rivalité infinie entre... Est-ce qu'on peut prendre plusieurs motifs, donc social... avant, on prenait même les richesses, donc la femme était même à un moment vendue, donc il y avait une dot qui était en jeu. Et des choses, bon, je crois que j'espère aussi que ça ne se fait plus de nos jours. De toute façon, ce que nous apprennent les sciences sociales finalement, c'est que des rapports de parenté liés à d'anciennes formes de la famille survivent dans les nouvelles formes. Oui, effectivement. Voilà. Les traditions assez archaïques parfois reviennent de manière récurrente. Oui, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Tommy Arlange avait cette magnifique phrase qui disait « Nous sommes l'ensemble des souvenirs que nous avons oubliés ». D'ailleurs, en lisant votre roman et votre petit détour sur la métempsychose, c'est-à-dire sur la réincarnation, ça m'a fait penser à cette phrase-là. Et je reviens, avant de revenir vers vous, Hanan, j'aimerais encore évoquer avec vous, Nalia Salem, puisque vous êtes enseignante en lettres françaises, cette dimension sociale que l'on retrouve chez Dib, que l'on retrouve chez nos classiques, que l'on retrouve chez Hanan Bouaref, on ne la retrouve pas dans l'analyse de texte, ou si peu en tous les cas. Et de plus en plus, l'analyse littéraire s'enferme dans un formalisme que même Barthes, qui est pourtant le gourou un petit peu de la sémiologie, avait dénoncé au son temps. Est-ce que ça n'explique pas aussi le désintérêt des lecteurs, des étudiants envers un domaine qui s'enferme de plus en plus dans l'abstraction? Effectivement, mais ça, je crois que les enseignants travaillent de plus en plus en essayant d'incorporer, c'est-à-dire l'analyse de la société dans les romans.
La sociocritique est là pour ça d'ailleurs. Donc j'ai usé de la sociocritique pour mon travail de mémoire en master. Et on nous pousse généralement à quand même toucher ce point-là qui est vraiment un point très important dans les romans algériens. La société, c'est quand même le cœur des romans en littérature algérienne. Autrement dit... on ne peut pas ne pas s'arrêter à analyser ce point-là. Finalement, donc, ce n'est pas l'école qui fait la société, mais plus la société qui fait l'école. Effectivement. Hanan Bouraï, si finalement l'œuvre littéraire et l'art en général devient ce vase clos, l'artiste lui-même et l'art deviennent des produits qu'on peut produire en masse et en série. C'est une critique que vous formulez lorsque Ayla tombe en disgrâce. Ouais. D'abord, elle va tomber en disgrâce justement pour avoir osé porter une critique acerbe, tenir un discours qu'on n'attendait pas d'elle. Et ça m'a tout de suite évoqué ce rapport du public à la vedette. Christopher Lasch disait que la vedette est haïe aussi exagérément qu'elle était aimée, au moment où elle cesse de correspondre à l'image qu'attendent d'elle ceux qui s'identifient justement à elle. Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve avec la disgrâce d'Ayla. C'est le cas de tout le monde, pas seulement pour l'artiste. Ton ami est ton ami parce que tu le connais. Et il peut faire ceci, il ne peut pas faire cela. Un jour, un beau jour, il va se réveiller peut-être et faire quelque chose que tu n'attendais pas de lui, bonne ou mauvaise. Quand je dis quelque chose, c'est bonne ou mauvaise. Et tu te dis, c'est pas lui ça. Il n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Donc dans ta tête, déjà une partie de lui n'est plus ton ami. Et avec le temps, il ne devient plus ton ami parce qu'il a changé. Donc c'est ça, la vedette, tant qu'elle chante sur quelque chose ou tant qu'elle écrit sur quelque chose ou tant qu'elle produit telle ou telle chose, c'est tout le monde qui l'aime. Le jour où elle ose, je ne dis pas s'identifier, se démarquer de ses semblables, une chanteuse qui se démarque d'autres chanteuses en essayant de faire ceci ou cela, il y a une partie de son public déjà qui ne l'aime plus. Donc si elle va jusqu'à insulter ou porter une critique acerbe vis-à-vis de quelque chose, là c'est le pire. C'est-à-dire que dès qu'elle cesse d'être la caisse de résonance des idées reçues de son public, voilà, et que réellement elle commence à porter un discours original, à ce moment-là, ça déroute. C'est pas ce qu'on attendait On attendait un miroir sublime, on n'attendait pas un autre regard. Oui, on l'a toujours dit, nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire que dès que quelqu'un se démarque de sa société, dès que quelqu'un a des idées nouvelles, je ne dirais pas il est haï parce qu'au fond, les gens ne le détestent pas. C'est une forme de jalousie obsessionnelle. C'est-à-dire il faut qu'ils l'écartent de leur champ de vision pour ne pas avoir le sentiment de brûler à l'intérieur. Voilà. Justement, ce rapport, Nelia Salem, ce rapport factice à l'art, vous le mentionnez dans votre nouvelle qui a été primée récemment, Les Voix muettes. Oui. Où vous brocardez gentiment, certes, avec subtilité, l'art contemporain. Oui. Et vous m'avez rappelé un petit peu Franck Lepage qui disait qu'avec l'art contemporain, ce n'est plus... ce n'est plus l'œuvre qui fait l'artiste, ce n'est plus le roman de Hanan qui fait d'elle une romancière. Non, on va décider que Hanan est une artiste et ensuite tout ce qu'elle fera, c'est de l'art. Et ça m'a rappelé aussi, en vous lisant, ça m'a rappelé Céline. Ça aurait fait un bel épigraphe à ce passage, lorsqu'il dit « Plus nulle et insignifiante est l'idole, et mieux, à la trappe, elle concentre la publicité. C'est les murs les plus lisses qui prennent le mieux la peinture. » C'est ce qu'on retrouve dans votre nouvelle aussi. Effectivement, d'ailleurs, quand Khaled écrivait, Mezni écrivait pardon, Ali. Ali, je suis en train de mélanger mes nouvelles. Donc, Ali. Donc, on vient d'avoir un scoop. Qu'il y a d'autres nouvelles en préparation et donc un recueil en exclusivité. Donc Ali, quand il écrivait son article, il parlait de l'art. Donc on était en plein en confinement, donc il y avait les bavettes qui sont toujours d'ailleurs d'actualité. Oui. Et donc il s'est dit que c'est le moment de mettre en œuvre une nouvelle œuvre. Et là, il se met à imaginer un bavetier. Donc c'est un arbre où il accroche des bavettes comme ça et tout le monde adore. Oui. Et au début, il dit qu'il ne veut pas le vendre parce que c'est une œuvre artistique à lui et qu'elle est placée dans un jardin, donc on avait dit français, où tout le monde acclamait son génie.
Ouais. Et hop, arrive celle qui propose un prix exorbitant et là, il accepte. Donc c'est à peu près pour donner un peu, c'est ce qui arrive d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai utilisé d'ailleurs deux choses qui sont vraiment arrivées. Donc la banane pourrie, excusez-moi, accrochée avec du scotch adhésif. Parfaitement. Et le mur blanc qui a été vendu à des millions de dollars. Et on se dit qu'à un moment, qui achèterait un mur vide? Eh bien, il y a des gens qui payent pour ça. Bien sûr, puisqu'il y a toute une spéculation derrière, connue au moins depuis Zola, lorsqu'il écrit l'œuvre, Oui. en s'inspirant de son ami Paul Cézanne. Le temps est passé extrêmement vite en votre compagnie, et nous arrivons à la conclusion de notre émission. Hanan Bouraï, la névrose en général, la dualité, a toujours inspiré et inspire toujours l'art. Qu'est-ce que vous nous préparez en réserve pour le futur? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'il y a un autre roman en chantier? Oui, il y a un autre roman en chantier, mais c'est encore un vrai chantier. Enfin, dans ma tête, il est fait, il est terminé, et voilà. Mais pour le mettre sur papier, parce que premièrement, j'écris sur papier, c'est-à-dire j'écris avec un stylo, j'écris pas sur ordinateur, je recopie sur ordinateur, j'écris à l'ancien. Voilà. Donc ça prendra peut-être un peu plus de temps. Et des fois, le sujet qu'on a abordé tout à l'heure, des fois on sent qu'il ne sera pas à la hauteur parce que c'est un sujet un petit peu dépassé. Ça se passe au XIe siècle. Donc ça ne doit pas être intéressant pour certains. On a parlé de sciences sociales, l'histoire aussi en fait partie. Absolument. Les gens ne s'intéressent plus à l'histoire et pourtant, on l'a bien dit, il ne faut pas oublier d'où on vient. Oui, mais en temps de crise, ils y reviennent. Voilà, donc je me dis que peut-être ça va, parce que c'est un roman, enfin je dirais que c'est un roman historique, parce que j'ai fait des recherches, j'ai lu des trucs dessus, donc ce sera une fiction qui se passe dans une période de l'histoire. Après, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en tête. À ce moment-là, j'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir pour en parler. J'espère aussi. Il ne s'agit pas de névrose cette fois, mais il y a toujours la dualité. Il y a toujours une personne qui, enfin cette fois-ci, elle n'a pas de trouble psychologique, mais il y a toujours une personne qui prend un autre rôle qui n'est pas le sien. C'est tout ce que je peux vous dire comme scoop. Voilà. C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Merci beaucoup, Hanan Bouraï. Merci à toi. Merci pour votre bonne humeur et d'avoir été parmi nous. Merci à toi, merci pour l'invitation. Nalia Salem, je me tourne vers vous. Oui. La névrose dans l'art, thème extrêmement riche, récurrent, à condition d'être sublimé. Effectivement. On l'a vu avec Baudelaire, on l'a vu dans une moindre mesure avec Lautréamont. On commence à le voir de moins en moins avec 50 nuances degrés et compagnie. Ouais. Est-ce que c'est un thème qui a encore de l'avenir? Ça tout dépend du lectorat. Si par exemple 50 nuances degrés a eu tant d'écho, c'est parce que ceux qui lisent ce genre de livre, non, je ne sais pas ce qu'ils ne se rendent pas compte de la valeur littéraire d'un roman. Parce qu'à un moment, en le lisant, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on lit, c'est-à-dire quand on décrit la névrose de manière réelle, là on se dit que c'est un problème. Ce n'est pas. On est loin de ce conte de fées. Oui, ce n'est pas quelque chose à prendre de manière légère. Alors c'est un problème récurrent qui arrive si il y a les statistiques qui sont là et qui doit être pas mis en valeur, mais on doit mettre l'accent sur le danger. Ou en tous les cas, peut-être le rapport un peu plus conflictuel que cette. Oui, pourquoi voilà, mais sinon le sublimer n'arrange pas les choses. En aucun cas. Et quels sont vos projets? Je vous retourne aussi la question. On vient d'avoir un petit lapsus tout à l'heure qui nous révèle éventuellement un recueil de nouvelles. Il y a un petit projet qui va se faire avec Taous. Donc, mais avec Taous Boumaza, oui, oui. Donc ce sera toujours une sorte de nouvelle, mais un peu plus longue que celle que vous avez lue juste avant. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. C'est déjà très bien. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Nalia Salem. Merci pour votre présence. Merci. Et encore félicitations pour votre nouvelle qui a été, je le rappelle, sélectionnée parmi les 10 nouvelles à publier par l'IF avec pour thème. Bon, la nouvelle s'intitule Les voix muettes et le thème c'est c'était le monde de demain. Très bien. Voilà. Merci encore Nalia Salem. Hanan Bouraï, merci encore. Merci. Quant à vous mes chers compatriotes, merci de nous avoir suivis. J'espère que ce moment a été aussi agréable pour vous
que pour nous et que j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture, l'autre regard. À très bientôt. عجبتني البنية وزواد الحلال وزواد الحلال وزواد الحلال عجبتني البنية وزواد الحلال وزواد الحلال وزواد الحلال بقى يشرط عليا ويطلب في المحال ويطلب في المحال وشوف هذيك الافكار لازم نشري دار نزيد 2000 دينار 1000 ما تكفيه ونجيب له سيارات عريضة 2 مترات جديدة نتاع حطات والسايق نكريه نجيب له بيت رقاد معاها بيت قعاد من خارج البلاد باش الشي يرضيه وثمن قناطر صوف معاهم 4 خروف وقال مازال يشوف ويسقسي مواليه ما يساعدني شرطو ما نقدر عليه ما يساعدني شرطو ما نقدر عليه يخلي بنتو عنده يشوف من يرضى بيه يشوف من يرضى بيه عجبتني البنية وزواج الحلال وزواج الحلال وزواج الحلال عجبتني البنية وزواج الحلال وزواج الحلال وزواج الحلال بقى يشرط عليا ويطلب في المحال ويطلب في المحال استناو هذول كانت قتل عجوزة قالت لي يماها بنتي يا مبهاها يا سعد اللي خذاها نورها يضوي عليه يا قالت نورها يضوي عليه وانا عيني نغمضو راك تعرف العرايس نطلبوا 6 خرايس معاهم 7 نسايس وخاتم تهديه شوف هذاك التفكير حسبوني مليونير على الذهب نسير من عبادين المال وما زال الشروط كلها خيال الشي يضيع البال والبال موحل يحصيه اما لكي شفتها رايحة تطبق على راسي وقريب ندوخ قلت لهم اجيت نخطب مرأة ماشي نشري بقرة يكفيني واش صرا بركاني مزوج الحلال ما يساعدني شرطو ما نقدر عليه ما يساعدني شرطو ما نقدر عليه يخلي بنتو عنده يشوف من يرضى بيه يشوف من يرضى بيه يشوف من